Bonjour à tous. Étant donné que je ne pourrai pas être là et donc assurer mes cours cette semaine, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour que nous ne perdions pas trop de temps dans la progression, étant donné qu'on est déjà en retard, vous le savez. Euh, donc, utilisez cet outil comme il vous est livré, c'est-à-dire que je vais faire le cours de façon du coup très magistrale, étant donné le format. Le but est que vous puissiez prendre des notes. Je mettrai le PDF également sur Pronote pour que vous puissiez peut-être suivre plus facilement. Je vais rajouter bien évidemment à chaque petit texte, à chaque diapositive, mes explications supplémentaires pour vous aider à comprendre. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions sur cette vidéo. Ce format vous permet, je le rappelle, de ralentir ma voix ou de l'accélérer en fonction de votre facilité à prendre des notes, de l'arrêter si nécessaire, mais également de réfléchir et de bien suivre les documents qui vous sont présentés aujourd'hui. J'espère que ce format vous satisfera. À défaut de pouvoir être là, je peux tout de même continuer à vous expliquer certaines choses. Du coup, nous nous étions arrêtés la dernière fois sur ce passage où nous avions vu que directement après la guerre, très peu de juifs et très peu de tziganes avaient été en mesure de pouvoir témoigner ce qu'ils avaient vécu dans les camps de concentration ou même plus largement dans le système génocidaire nazi, et que du coup, il y avait comme une espèce d'amnésie post-guerre, de silence post-guerre sur ce qui leur était arrivé. Donc plusieurs choses. Tout d'abord, ce silence, il est dû aussi au fait que peu de personnes sont rentrées vivantes de l'enfer concentrationnaire nazi. Effectivement, donc on avait donné ces chiffres, 76 000 déportés juifs et tziganes, alors juifs uniquement en France. Il va y en avoir uniquement 2500 qui vont revenir. Et dans ces 2500, bien évidemment, tout le monde n'aura pas la volonté de témoigner. En fait, on va laisser vraiment une part de paroles, de témoignages beaucoup plus importantes à d'autres catégories de victimes de la guerre, alors notamment les prisonniers de guerre, notamment en France, puisque je vous rappelle qu'ils sont prisonniers depuis 1940. Donc quand ils reviennent, vraiment, on veut savoir comment ils ont été détenus toutes ces années, ce qu'ils ont fait, etc., etc. Vous avez également les requis du STO, donc du service du travail obligatoire. Vous savez, ces jeunes hommes qui partaient en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre. Donc le STO, c'est principalement en France. Et du coup, on va leur donner la parole pour savoir dans quelles conditions ils travaillaient. Pour répondre à peut-être une question que vous vous posez, des conditions bien évidemment déplorables, absolument tragiques. Et des déportés qui seront, par exemple, dans les camps de concentration, comme le camp d'Auschwitz ou d'autres, Belsen-Belsen, Treblinka, etc., qui sont en réalité des déportés de la résistance française. Alors, on parle de la résistance française, mais également d'autres résistances, hein, résistance allemande, résistance norvégienne, etc., etc. En fait, ces personnes vont vivre dans les camps, euh, être contraints à des travaux forcés dans ces camps de concentration en tant que prisonniers politiques. Ils vivront, on va dire, dans ces camps un peu mêlés aux populations juives et tziganes déportées. Mais évidemment, ces personnes n'étaient pas systématiquement tuées et si vous voulez, les dignitaires nazis n'avaient pas de haine particulière contre ces personnes. On a quelques rares témoignages qui arrivent juste après la guerre. Le plus important, c'est celui de l'italien Primo Levi, qui va publier un livre qui s'intitule Si c'est un homme. C'est un livre qui est particulièrement important puisque il va résumer peu à peu la déshumanisation des populations juives. Alors juives puisque Primo Levi est juif, mais c'est un processus similaire pour les tziganes. Et du coup, il est très important, d'autant plus que Primo Levi, à la fin,
témoigne déjà de la libéralisation des camps, mais aussi du fait, de la libération pardon, des camps, mais aussi du fait que peu de personnes vont tenter de témoigner en se créant une sorte d'amnésie puisqu'ils ne désirent pas se rappeler ce qu'il s'est passé. En fait, ceux qui témoignent, dans la plupart des cas, eh bien, ils ne vont pas être crus, ou en tout cas, ils vont être plutôt ignorés par leurs contemporains qui préfèrent oublier ce qui s'est passé, qui préfèrent fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Et l'historienne Annette Wieworka, qui est absolument la spécialiste de la période, euh, va parler de grand silence pour parler de cette période où presque personne ne va témoigner. Alors, en réalité, ce terme de grand silence, il va être décrié ensuite par d'autres spécialistes qui vont expliquer que ce grand silence n'est pas réel, puisqu'on a quand même une floraison de témoignages des personnes juives. Mais le problème, c'est que ces témoignages restent souvent dans l'entre-soi juif. Donc ça va être des témoignages pour la communauté, mais très peu de témoignages qui vont être, on va dire, diffusés à une échelle plus importante. Donc ça, il faut bien le comprendre et l'entendre euh, pour en fait euh, comprendre réellement pourquoi il y a eu peu de témoignages. C'est-à-dire qu'il voulait témoigner auprès de personnes juives qui en fait pouvaient se mettre à leur place. Euh, L'autre problème, c'est qu'on va avoir du mal à reconnaître la spécificité de de ce qu'ils ont vécu dans les camps. Notamment, puisqu'on va mettre en fait, toutes les personnes qui vont être déportées ou qui vont être en Allemagne ou peu importe, vont être assimilées dans un vaste ensemble un peu flou. Donc on va nier les différences des statuts, mais aussi des mémoires de cet ensemble. Donc dans cet ensemble, on va trouver les prisonniers de guerre, les déportés du travail, donc les STO, les résistants, les juifs, les tziganes, etc. Et du coup, en fait, en 1948, en France, on va leur donner un statut juridique identique à tous. On ne va pas du tout distinguer les victimes, donc les personnes qui sont là à cause de leur être, donc les juifs et les tziganes, c'est parce qu'ils sont juifs et tziganes qu'ils sont là, des victimes qui sont là à cause de leur action. Donc par exemple, les résistants, les soldats, en fait, qui vont être là puisqu'ils ont eu une démarche de combat, que ce soit un combat officiel ou non. Donc ça va être très compliqué parce que ça va avoir tendance à noyer les spécificités du génocide des juifs et des tziganes, qui est, comme je viens de le dire, en fait, un génocide tout simplement. Et on va avoir tendance juste à garder en tête les violences généralement qui sont perpétrées à l'encontre de toutes ces victimes. Enfin, en France, ce qui va rendre encore plus compliqué l'après-guerre et notamment les témoignages, c'est en fait un mouvement qui va être nommé par Henri Rousseau, qui est un historien qui a nommé ça a posteriori, le résistentialisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le résistentialisme? C'est l'idée selon laquelle la société française, elle aurait entièrement résisté à l'oppresseur nazi. Et donc, par conséquent, comme elle aurait résisté, il n'y a pas eu de collaboration, donc pas de collaborateurs. Et de ce fait, on a tendance à minimiser, voire à taire, les témoignages des juifs qui ont tendance en fait à dénoncer leurs bourreaux. Donc à dénoncer les Français qui les ont livrés, les collaborateurs, etc. Donc on ne veut pas les entendre car on ne veut pas faire face à la réalité de non, toute la France n'a pas été résistante. Cette idée de résistentialisme, elle va être vraiment appuyée par plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est les déclarations du général de Gaulle qui va mettre en avant cette France résistentialiste en expliquant que tout le monde était résistant, tout le monde a contribué au rétablissement d'une France démocratique et libre, etc.
Vous avez aussi un mémorial qui va être construit, c'est le mémorial de la France combattante du Mont Valérien, que vous connaissez peut-être, qui est en fait tout simplement un mémorial qui est dédié aux résistants, et notamment aux résistants qui sont morts dans l'action, quoi, dans la résistance. Le fait que ça soit l'unique mémorial et surtout le premier qu'on va mettre en place, en fait, va renforcer cette idée que tout le monde doit se réunir autour de cette idée de résistance. Donc voilà. Et aussi ce qui va contribuer évidemment à renforcer cette thèse du résistentialisme, ça va être une autre thèse qui va être défendue par Robert Aron, qui est très décriée aujourd'hui. C'est la thèse du glaive et du bouclier. Alors cette thèse, elle dit tout simplement que, en fait, le maréchal Pétain aurait collaboré de façon officielle, même s'il était en réalité un résistant, tout simplement pour constituer ce qu'on appelle le bouclier de la France, c'est-à-dire protéger la France d'une invasion totale des nazis, donc en étant un espèce de défenseur, pendant que son ami, le général de Gaulle, serait plutôt le glaive, c'est-à-dire la partie de la France qui va attaquer les nazis pour récupérer la totale liberté et l'intégrité de la France. Euh, Bien évidemment, cette thèse est complètement fausse. On sait très bien que Pétain a collaboré de son plein gré, qu'il envisageait ça comme étant la meilleure solution pour la France et qu'il n'y a eu aucun accord entre Charles de Gaulle et Pétain pour mettre en place une espèce de tromperie envers l'État nazi. Donc pas du tout. Hein. Cette thèse, elle a été prise au début pour aussi justifier que tout le monde a été résistant. Puis Robert Aron était quand même un fidèle défenseur de la politique du maréchal Pétain. Donc ça explique beaucoup de choses. À la fin de la guerre, ce qui va faire aussi qu'on va avoir tendance à taire les voix, c'est qu'on va procéder dans toute l'Europe à des épurations. Donc notamment des épurations sauvages, donc c'est ce que vous pouvez voir à votre droite. Alors ça va passer par des assassinats dans la rue d'anciens collaborateurs, mais également par l'humiliation et la tonte des femmes qui ont pu avoir des relations sexuelles ou amoureuses avec des Allemands. On a également une épuration légale. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute sur le PowerPoint que je rectifierai ensuite, mais c'est bien qu'ils ont participé au crime de la Seconde Guerre mondiale, hein, on s'entend. On va avoir aussi une épuration légale avec des condamnations, comme vous voyez à droite sur un journal Les Nouvelles du Matin. Donc le maréchal Pétain qui est condamné à mort et à l'indignité nationale. Mais finalement, sa peine, elle va être commuée en un emprisonnement à vie pour les actions qu'il aurait eu, enfin qu'il a eu, pardon, pas qu'il aurait eu, qu'il a eu lors de la Première Guerre mondiale, en tant que, enfin, ce qui lui a donné le titre de maréchal de France. Et ce qui va contribuer également à diminuer la parole, si vous voulez, des témoignages, ça va être une espèce de violence antisémite qui va se poursuivre à la fin de la guerre. Alors, le pays le plus emblématique de tout ça, c'est la Pologne, puisque les rescapés polonais, donc juifs polonais, vont revenir au pays et vont souvent être malmenés, voire parfois tués par les Polonais qui étaient restés au pays, puisque ces Polonais ont très très peur que les rescapés juifs les dénoncent, parce que parfois ils ont collaboré, donc ils vont avoir tendance à vouloir les faire taire, et les faire taire d'une manière vraiment, comment dire, totale, hein, entre guillemets, puisque on les fera taire par la violence et le meurtre. Donc tout ça, bien évidemment, vous l'imaginez, cela ne va pas du tout contribuer à faire émerger une véritable parole juive et encore moins de tziganes, on verra ensuite pourquoi, à la fin de cette guerre. On passe du coup à notre petit 2 de ce grand A.
Donc la mémoire juive commence à s'affirmer dans les années 1960-1970. Effectivement, les Juifs vont commencer à libérer leurs paroles, à témoigner de façon ouverte après un événement très important. Il s'agit du procès d'Adolf Eichmann. Donc Adolf Eichmann, c'était un homme qui était un haut dignitaire nazi extrêmement important, puisque c'était lui l'organisateur de la solution finale, donc de l'extermination et du génocide des Juifs et des Tziganes. Il faut savoir que en 1945, Adolf Eichmann il s'était enfui en Argentine et il avait vécu un petit peu en incognito en Argentine jusqu'à qu'il soit retrouvé par le Mossad. Donc vous savez, le Mossad, ce sont les services secrets israéliens en 1960. Et ils vont le transférer, donc le capturer, le transférer à Jérusalem, où on lui fera un procès en 1961. Et ce procès va marquer un véritable tournant dans l'émergence de la mémoire juive. Alors ce tournant, il est simple, eh bien c'est la première fois de l'histoire que les juifs vont être invités à témoigner à l'oral, d'accord, de ce qu'ils ont vécu durant cette période de l'histoire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le premier procès qu'il y aura eu suite à cette Première Guerre mondiale. On a aussi les procès de Nuremberg qui sont tenus, on en reparlera. Mais en fait, en réalité, durant ces procès de Nuremberg, il va y avoir pratiquement aucun témoignage de victimes et encore moins de victimes juives. On va apporter beaucoup de témoignages de membres du parti, par exemple nazi, de SS, etc., avec des preuves manuscrites, avec des rapports, etc. Des documents qui donc vont vraiment appuyer les accusations qui vont être menées, mais en réalité, on n'aura aucun réel témoignage de personnes juives qui auraient vécu du coup l'horreur dans les camps de concentration et les centres de mise à mort. Donc là, le procès Adolf Eichmann, il va faire un véritable tournant puisqu'il va mettre... alors il va y avoir la déposition de 111 témoins qui vont du coup raconter leur histoire, témoigner en fait tout simplement de l'horreur de cette solution finale, on met des guillemets à solution finale, et du coup de la responsabilité d'Adolf Eichmann dans bien évidemment ce génocide. De plus, ces 111 témoins qui mettent en lumière vraiment la spécificité du drame qui a été vécu par les Juifs ici, mais également qui mettent en fait tout simplement en relief la spécificité génocidaire, vont en fait être des témoignages qui vont être retransmis à la télé, puisque le procès va être diffusé à grande échelle à la télévision mondialement, et du coup les témoignages vont être tout simplement écoutés. D'accord ? C'est vraiment une période très très importante où on va commencer à reconnaître un petit peu ce qu'ont vécu ces gens-là, donc ces juifs. Et on va aussi débuter une ère qu'on appellera, enfin que Annette Vevorka appellera l'ère du témoin. Donc une ère où tout simplement les juifs vont prendre confiance en leur capacité de témoins légitimes de ce qui s'est passé et vont commencer à libérer leur mémoire et leurs témoignages. Ça va être également le moment où on va commencer à reconnaître tout simplement d'une manière institutionnelle ce qui leur est arrivé, puisque les victimes juives vont obtenir une reconnaissance officielle dans certains États, comme notamment en RFA, donc en République fédérale allemande, où la Shoah va être enseignée par exemple à l'école dès 1962, donc juste après le procès d'Adolf Eichmann, qui est, je le précise, condamné à mort, bien entendu, à l'issue de ce procès. Je vous invite d'ailleurs à lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le petit document que vous avez à droite de votre écran, qui est un document qui
qui met en lumière justement l'importance de ce procès dans la place du témoin et dans la libération de sa parole. C'est le texte qui était proposé pendant le bac blanc et que certains d'entre vous ont de ce fait déjà lu. De plus, en fait, cette libération des témoignages va permettre à un travail historique de s'amorcer et notamment Annette Djevorka, elle va analyser cette espèce de recherche historique qui va se nourrir des témoignages dans son livre, donc que vous voyez ici, L'Ère du témoin, où elle va mettre en exergue l'importance de ces témoignages dans dans l'évolution des mémoires des Juifs, mais également dans l'évolution de la recherche historique, puisque ces témoignages permettront de chercher des preuves de façon plus précise, d'expliquer ce qui s'est passé alors que la plupart des événements restaient encore inconnus du grand public. Voilà. Mais bien évidemment, avec la libération de la parole, va avoir également des conséquences plus néfastes, puisque les premières thèses négationnistes vont naître à cette époque-là. Donc, le négationnisme, c'est un terme qui a été aussi inventé par Henri Rousseau en 1987 pour désigner la contestation de la réalité du génocide des Juifs. Donc à l'origine, le négationnisme, c'est vraiment sur le génocide des Juifs, mais maintenant c'est un terme qui est employé à plus grande échelle. Donc en fait, en réalité, il n'y avait pratiquement pas de négationnisme juste après la guerre. C'est vraiment à partir des années 1970-1980 qu'on va avoir les premiers propos négationnistes qui vont sortir. Et notamment en octobre 1978, vous avez Louis Darquier de Pellepoix, qui est un ex-commissaire général aux questions juives, qui va déclarer à l'Express: à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Donc, qui vraiment nie en fait que les chambres à gaz étaient utilisées pour exterminer les juifs. Donc vous avez là en image la une de l'Express qui a publié son témoignage. Et quelques temps après, on a Robert Forisson, qui est un négationniste très très connu, qui est aussi un maître de conférences en littérature à Lyon 2, qui va affirmer dans plusieurs quotidiens: les chambres à gaz, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est là où on voit à quel point la parole des Juifs va se libérer, leur mémoire aussi, mais que ça va avoir des conséquences très négatives, puisqu'on va avoir des personnes qui vont commencer à nier ce qu'ils ont vécu. Voilà. Concernant du coup le génocide des Tziganes, eh bien, le silence va se prolonger beaucoup plus que pour le génocide des Juifs, malgré quelques travaux qui vont être lancés. Donc le premier, c'est un historien anglais, Donald Kenrick, et un journaliste, Gratan Puxon, qui vont briser le silence en publiant un ouvrage en 1974 qui s'intitule Destin gitan, des origines à la solution finale, qui en fait est un ouvrage qui va faire le point pays par pays sur les persécutions qui vont être subies par les Tziganes. Donc même avant d'être déportés, évidemment, ils vont subir d'autres violences symboliques, morales ou même physiques. Voilà. En fait, cet historien et ce journaliste vont prendre la parole et vont expliquer qu'ils ont pris ce sujet pour leur livre, car selon eux, le destin gitan avait presque totalement été oublié dans l'examen de conscience de l'Occident. Après la guerre, il y a vraiment un désir d'analyser les erreurs commises, de porter le blâme sur quelqu'un, de rendre justice. Ça ne va pas être le cas pour les populations de Tziganes.
Donc le livre va avoir quand même une importance considérable. Et en 1979, on va avoir également le journaliste Christian Bernadac qui va publier le livre L'Holocauste oublié, le massacre des Tziganes. Alors cette expression, donc l'Holocauste oublié, le massacre des Tziganes, montre bien à quel point le sort des Tziganes était ignoré jusque-là. Voilà. Et on va arriver à notre troisième période, donc les années 1980. Donc le 3, depuis les années 1980, la reconnaissance donne lieu à la repentance et à la volonté de transmission. Alors, tout d'abord, dans les années 1980-1990, la mémoire des génocides, elle va se libérer définitivement et va intégrer la mémoire en fait collective des populations. Cela va être rendu possible grâce à plusieurs évolutions qui vont être faites dans cette période et qui vont un petit peu, si vous voulez, pas banaliser leur mémoire, mais en tout cas la rendre très accessible et très connue de tous. La première chose, c'est la multiplication des procès qui sont faits contre les personnes qui sont à l'origine des violences qui ont été commises contre les juifs et les tziganes. Notamment, on a le procès de Klaus Barbie en 1987. Donc, vous le savez, Klaus Barbie, c'est ce qu'on appelle le boucher de Lyon. Donc, c'était un Allemand qui était responsable à Lyon de la déportation des Juifs et également de la torture de nombreux résistants comme Jean Moulin. D'accord. Et la particularité de Klaus Barbie, c'est qu'il a été pourchassé par un couple français dont on parlera un petit peu plus tard, Serge et Beth Klarsfeld, qui vont tenter en fait d'aller chasser les nazis qui ont réussi à s'enfuir de l'Allemagne juste après la guerre. On a également les procès de René Bousquet en 91, Paul Touvier en 94 ou encore Maurice Papon en 1998, qui ont été en fait des cadres du régime de Vichy qui ont contribué à la déportation massive des Juifs de France. Donc c'est des procès qui sont tardifs, mais qui vont permettre quand même de faire justice et de comprendre que les actes qui ont été vécus par les populations juives et tziganes ne sont alors pas acceptables. On va avoir également la reconnaissance par les États de leur participation au génocide. Donc en 1982, c'est le chancelier allemand qui va reconnaître, donc de la RFA, hein, de la République fédérale allemande, qui va reconnaître le génocide des Juifs. Donc on va employer le mot de génocide. En 1995, vous avez Jacques Chirac qui va reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Donc je vous invite à regarder la vidéo que vous avez. Alors vous pouvez cliquer en fait sur cette vidéo que vous avez en haut à droite et vous pourrez voir en fait le discours de Jacques Chirac et le moment où il le reconnaît, qui est une vidéo fort intéressante. Vous avez également en 2011 l'Union européenne qui va reconnaître le génocide des Tziganes, donc la spécificité, que les Tziganes étaient aussi concernés par ce génocide. Et en 2016, François Hollande va reconnaître la responsabilité de l'État français dans l'internement des Tziganes, puisque, on le verra, mais on a eu de nombreux camps d'internement de Tziganes en France. On va avoir également la démocratisation de l'Europe de l'Est, donc le fait qu'on ait de plus en plus de démocratie dans cette partie-là du monde. Cette démocratisation, elle va permettre d'aménager des espaces mémoriels en Europe de l'Est, qui est, je vous le rappelle, l'endroit en Europe qui a le plus subi et été victime du génocide. On va aussi avoir l'accès à des archives de ces pays qui étaient inédites et qui va encourager la recherche historique, donc ça va être extrêmement positif. On va avoir également une meilleure connaissance des faits qui sont déroulés par les populations, puisqu'on va avoir une multiplication d'œuvres télévisées, cinématographiques, qui vont
en fait faire connaître au grand public la réalité de ce qui s'est passé. On va avoir de plus certains actes de repentance symbolique de la part des États qui vont en fait tenter de réparer un petit peu leur tort de façon symbolique, notamment avec une indemnisation des victimes. On va avoir la création de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation en 1999, puisque vous savez que les familles juives ont souvent été spoliées, donc ça veut dire qu'on leur a piqué, on leur a volé leurs meubles, leurs possessions, leurs œuvres d'art, etc., etc. Mais également, on va on va faire des procès, et c'est ce qu'on a vu avec notamment les procès de Maurice Papon, de Paul Touvier, qui sont très tardifs. En plus de ça, on va avoir un devoir de mémoire qui va se développer, qui va être orchestré par les États, mis en scène par les États, qui vont voter des lois mémorielles. On pense à la loi Guesso, vous vous souvenez, de 1990, qui va condamner le négationnisme. On va avoir un enseignement beaucoup plus important dans les programmes scolaires de ce qui s'est passé lors du génocide des Juifs et des Tziganes, mais également de la mémoire de ces génocides. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en réalité. Et donc ça va permettre à la population de progresser vers voilà, une transmission totale et une reconnaissance totale de ce qui s'est passé. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais juste oublié de faire un petit point sur les tziganes. Donc ça reste toujours aussi peu connu dans les années 80, 90, mais on va avoir certaines demandes appuyées euh, de personnes pour, alors notamment le secrétariat d'État aux anciens combattants en 1992, pour développer la recherche autour du génocide des Tziganes. Et donc à cette époque, on a eu une seule personne qui est spécialiste en France de l'histoire des Tziganes dans l'époque contemporaine. C'est Henriette Asseo. Donc c'est la plus grande connaisseuse, la plus grande spécialiste. Vous avez par exemple une de ses un de ses écrits sur votre écran à droite, Les Tziganes, une destinée européenne. Et donc elle va vraiment œuvrer pour la mémoire du génocide des Tziganes, qui a énormément beaucoup plus de difficultés à se faire entendre par le grand public, parce que les recherches sont très modestes, parce que les témoignages sont également très modestes. On verra pourquoi. On va passer au B, la matérialisation de la mémoire des génocides dans le temps et l'espace. Alors, je vous invite pour cela à faire l'activité que vous aurez en lien sur Pronote pour finir le cours d'aujourd'hui. Cette activité, en fait, il suffit de regarder les cartes qui sont mises à disposition et de critiquer les cartes. Voilà, c'est un exercice d'esprit critique, puisque je vous rappelle que vous allez devoir avoir un esprit critique dans les documents qui vous seront soumis. Et très fréquemment, on a de la facilité à avoir un esprit critique envers les textes, voilà, en parlant de l'auteur, en parlant du cadre dans lequel il a été écrit. Mais parfois, quand on a des documents qui sont des documents un peu plus neutres, comme des cartes, comme des infographies, etc., on a un peu plus de difficulté à avoir un esprit critique. C'est pour cela que je vous invite maintenant donc, à faire cette activité où il s'agira de critiquer chacune des cartes qui vous est soumise pour essayer de développer un petit peu votre esprit critique. On fera la correction plus tard, du coup au prochain cours, et on continuera le cours. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez, et je vous souhaite une très bonne journée.